deuxième journée de FITA 2023 avec ici à la salle Oya le panel numéro 4 sur les mécanismes de financement des PME en Afrique. Et en parallèle à la salle Salambo, la table ronde numéro 4, c'est la session spéciale Akidi, dérisquer l'investissement en Afrique, qui sera animée par le African Trade and Investment Development Insurance. Aussi en parallèle à la salle Carthage, de l'autre côté, toute la journée, de 9h à 18h, bien sûr, on termine les rencontres B2B. Alors, juste une petite remarque, s'il vous plaît, concernant les rencontres B2B. Il y a pas mal de participants qui sont là avec nous, mais qui n'ont pas encore confirmé le rencontre B2B. Donc, je vous invite cordialement à login in the platform Africasio Platform et de voir vos rendez-vous et de valider ceux qui vous intéressent, bien sûr. Voilà, donc j'invite Madame Emne Kharouf de nous rejoindre sur scène, modératrice du panel Les mécanismes de financement des PME en Afrique. Emne, à vous de jouer. Merci Nice. Bonjour à tous, ravi de modérer sur une thématique structurante qui est le mécanisme de financement des PME. Je suis vraiment enchantée d'avoir un panel de qualité, donc je vais inviter mes panélistes, Madame Sonia Zorlemi, Monsieur Doga Dogui, Madame Esther Michel, Monsieur Richard Jones, Monsieur Hicham Elmerini et Monsieur Yves Delafont. On a perdu Yves. On va le trouver quelque part. Donc, Enis, si c'est possible, Enis, si c'est possible de chercher Yves, le temps qu'on démarre. Donc voilà, merci à tous, merci à nouveau. On a un panel qui va durer à peu près 1h30, donc on aura un quart d'heure vers la fin pour les questions-réponses. Et on se garde ce temps-là, ce temps précieux pour avoir des questions-réponses. Notre panel va s'articuler autour de 3 axes clés. Le premier axe, c'est les problématiques, quelles sont les difficultés à date, quelles sont les difficultés dans le financement des PME en Afrique aujourd'hui. Ensuite, on va aller sur l'évolution des outils classiques, et là, tout ce qui est outils classiques de banque, de mécanismes de financement, comment le faire évoluer. Et puis, on va terminer avec un focus sur les outils innovants. Welcome, Yves. Donc, c'est vraiment 3 thématiques qui sont complémentaires en partant de l'existant pour aller jusqu'à des solutions plus adaptées à l'Afrique, plus spécifiques à notre contexte et à notre marché. Bonjour Yves. Voilà. Pour commencer, je vous propose de faire un petit tour de table où chacun de nos interlocuteurs va présenter sa structure et puis faire un focus sur la problématique de financement par rapport à sa structure. La parole est à vous, Madame Sonia, ministère des Finances tunisien. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être parmi vous pour participer à cet événement international. Je suis la directrice générale du financement au ministère des Finances. En fait, c'est un département qui traite tous les aspects
ayant trait au financement des entreprises, que ce soit via le secteur bancaire, via le private equity ou via le marché financier, aussi au niveau de notre département. Donc, au niveau de notre département, notre mission, c'est de mettre en place des réformes et des politiques pour améliorer l'accès au financement des entreprises. Maintenant, je passe à la problématique de financement des PME en Afrique. Effectivement, d'après des études, montrent que l'aspect accès au financement des entreprises est un handicap majeur pour les entreprises. Donc, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, sur le plan offre. Sur le plan offre, on sent quand même pour les PME qui présentent un risque très important, certaines réticences des banques pour financer ce genre d'entreprises qui sont considérées pour eux des entreprises risquées. Et pour eux, il faut donc appliquer une tarification ajustée au profil de risque de l'entreprise. Un autre aspect important, c'est le manque d'informations sur le crédit. Donc un aspect, un handicap, c'est que les banques ne disposent pas d'informations suffisantes sur le crédit pour bien apprécier leurs risques. C'est pour cette raison qu'il est très nécessaire de mettre en place tout ce qu'on appelle crédit de bureau, que ce soit public ou privé. Côté demande, là, pour les entreprises, certaines faiblesses qui concernent un manque de transparence pour certaines entreprises. Donc le manque de transparence aussi des problématiques au niveau de la gouvernance de certaines entreprises. Peut-être permettez-moi d'avancer pour le cas tunisien un aperçu sur les mécanismes de financement. Là, malgré les efforts déployés par les autorités publiques pour améliorer l'accès au financement, via une multitude de mécanismes et d'instruments de financement, de garantie, d'accompagnement et de coaching des entreprises. Donc là, les pouvoirs publics ont mis plusieurs mécanismes. Sur le plan financement bancaire, des banques spécialisées, que ce soit une banque spécialisée dans la mésofinance, aussi une banque spécialisée dans les PME, pour le financement en equity. Donc là, mettre en place un cadre législatif propice pour tout ce qui est SICAR et fonds communs de placement à risque. Un autre aspect important, c'est les mécanismes de garantie. La mise en place d'une société de gestion pour gérer tous les mécanismes mis en place par l'État, mécanisme de garantie. Donc, l'aspect garantie est très important. Pourquoi? Pour un partage de risques avec les banques et les établissements financiers. Là, c'est très important cet aspect. Bien sûr, il y a aussi tout ce qui est structure d'accompagnement et de coaching, l'API, l'APIAT, les pépinières, les centres d'affaires, et tout cet arsenal de mesures est appuyé par des incitations fiscales et financières, notamment pour tout ce qui est innovation, développement régional et agriculture. Voilà, merci. Très bien, merci beaucoup. Je pense que vous avez à la fois mis un focus sur ce qui existe en Tunisie, quelques éléments de structuration et puis surtout les difficultés. Je voudrais enchaîner avec Madame Esther Micheng. Là, vous avez plutôt un focus Belgique-RDC avec à la fois les problématiques spécifiques RDC plus largement et puis un pont Nord-Afrique qui commence à s'établir. Allez-y, vous avez juste le micro là-bas. Bonjour tout le monde. Je suis Esther Micheng, je suis la directrice générale d'un groupe qui a 3 branches. La première branche s'occupe de l'accompagnement des institutions financières en Afrique, avec comme projet pilote en République démocratique du Congo. Nous accompagnons les banques, les compagnies d'assurance avec des formations, nous les accompagnons avec des coachings
et nous les accompagnons dans l'amélioration des processus opérationnels. La deuxième branche est une ASBEL belgo-africaine qui connecte les entreprises du Nord aux opportunités du Sud. Nous orientons les investisseurs intéressés par l'Afrique et en même temps, nous accompagnons des coopérations triangulaires entre la Belgique, le Congo et les autres pays d'Afrique. Nous orientons les investisseurs, nous accompagnons les entrepreneurs, les PME de la diaspora africaine dans le Benelux, nous les connectons aux opportunités et nous les accompagnons pour les financements en Afrique. Et pour ce qui est de la troisième branche, c'est une ASBEL congolaise qui accompagne l'autonomisation des femmes et des jeunes. Nous les accompagnons avec des formations, l'information et nous les accompagnons vers les financements. Et pour ce qui est de moi-même, je suis banquière, donc j'ai plus de 17 ans d'expérience dans les secteurs banque et assurance, en Belgique et aux Pays-Bas. Et voilà un peu mon profil et un peu l'organisation de ma structure. Et nous organisons des forums annuels, donc en Europe, Belgique principalement, au Congo et aux pays d'Afrique partenaires. Alors pour ce qui est de la thématique, c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup parce que je suis déjà dedans, donc plongée dans l'accompagnement des PME. Nous devons tous, je pense que tout le monde est conscient que l'accès au financement est une contrainte réelle qui bloque le développement des PME et l'émergence des PME en Afrique. Ce n'est pas seulement l'Afrique en Afrique, mais aussi les PME de la diaspora africaine en Europe. Les PME de la diaspora africaine en Europe souffrent aussi de ce même problème, l'accès au financement. Alors si j'entre dans le vif du sujet, l'accès au financement, pour avoir accès au financement, déjà, la plupart des structures, les PME, ne comprennent pas le fonctionnement. C'est quel type de financement existe? Ma structure va faire appel à quel type de financement? Je vais créer une entreprise. Est-ce que je dois faire face à l'autofinancement? Et si je dois autofinancer ma structure, quels sont les moyens possibles pour le faire avec succès? Et si je dois recourir à l'endettement, quelles sont les pistes possibles pour financer la création de son entreprise? Alors notre rôle, c'est d'accompagner les entrepreneurs, d'accompagner les initiatives de création d'entreprises pour la diaspora africaine et aussi pour les PME en Afrique, leur expliquer le fonctionnement, comment arriver à passer d'une idée à un projet, d'un projet à un vrai business. Et voilà, quand on explique comment avoir accès au financement, la banque, le financement classique, les banques ne veulent pas courir des risques, donc ce qui fait qu'il y a des exigences pour arriver à être éligible au financement classique. Alors ce qui fait que voilà, il y a d'autres moyens, mais pour arriver à avoir accès à ces autres moyens de financement, il faut avoir une bonne gouvernance. Il faut maîtriser sa gestion des trésoreries, mais tout ça, c'est un problème parce que parfois, il y a un manque de formation et d'information. Et nous sommes là pour accompagner donc, les PME dans la formation, l'information, pour les préparer à pouvoir mieux gérer les crédits s'il s'agit d'un financement classique. Et s'il s'agit d'un financement par l'investissement dans les fonds propres, les pousser à développer cette culture d'ouvrir leur capital aux investisseurs. Mais pour arriver à ouvrir son capital à l'investisseur ne va pas prendre des risques. Donc du coup, l'investisseur doit se rassurer, est-ce que voilà, la structure dans laquelle il investit, est-ce qu'il ne prend pas des risques? Et pour ça, il faut une bonne gouvernance, une bonne gestion. Nous, pour ce qui est du Congo, on accompagne les PME, les startups à avoir une bonne gouvernance pour maximiser leurs chances pour les investissements au niveau international. Et donc voilà un peu ce que nous apportons comme solution. Merci. Donc à part les solutions classiques et les restes, on va développer dans les thématiques avec la modératrice. Je vous remercie. Merci beaucoup Esther. Donc effectivement, vous insistez sur le sujet de la gouvernance et comment préparer au mieux les PME africaines pour qu'elles soient éligibles au crédit bancaire. Donc ça, c'est vraiment un volet sur lequel on va revenir
et Madame Zorlem l'a souligné tout à l'heure. Donc c'est vraiment un zoom sur cette éducation de la clientèle. Et puis vous abordez un deuxième axe qui est la diaspora. Et je pense que parmi les solutions innovantes, c'est justement le rôle de la diaspora. Vous savez que, on va dire, les talents africains migrent beaucoup dans un contexte de plus en plus mobile. Et donc comment les intéresser à continuer à investir en Afrique. Donc c'est vraiment parmi les composantes innovantes, effectivement, que vous soulevez. Dogat, monsieur qui dit toujours oui, donc c'est ce que j'ai retenu. Ravi de vous compter parmi nous. Donc vous allez nous parler de Africa SMB Forum et cette connectivité entre l'Afrique et le monde qui est structurante pour justement faire émerger l'Afrique et faire émerger cette relation de confiance. Merci, bonjour à tous. Dogat Dogui, alors tout à l'heure Emna disait, celui qui dit toujours oui, c'est parce que Dogat c'est le prénom et Dogui c'est le nom. Et donc pour rappeler, Dogui c'est oui, l'homme qui dit toujours oui. D'abord, remercier TABC de m'avoir permis cette année d'être au comité d'organisation et au nom du comité, m'excuser que vous ayez eu en face de vous un panel où à votre droite ce sont les hommes et à votre gauche ce sont les femmes. Mais ce n'est pas fait exprès. Deux choses. Donc je suis là au titre de Africa SMB Forum. Africa SMB Forum est donc une plateforme créée en 2012 qui réunit aujourd'hui dans sa base, j'ai regardé ce matin avant de venir, 32 792 entreprises ce matin, de 52 pays, 31 pays d'Afrique, 21 pays hors d'Afrique. Notre mission et la mienne, qu'est-ce que c'est? C'est de permettre aux entreprises africaines de s'assurer en Afrique, dans le intra-african business, ou hors d'Afrique, de recevoir des fournisseurs, équipementiers, fournisseurs de services et financement. Donc nous sommes là pour interconnecter les entreprises africaines et les connecter avec le reste du monde. Je suis ici aussi au titre de WUSME, le World Union of SMEs, pour lequel je suis un des deux représentants spéciaux du board, qui est basé à Saint-Marin. C'est une organisation donc, créée en 2010, qui était une organisation de plaidoyer pour les PME au niveau mondial. Nous sommes associés depuis 2013 à ECOSOC aux Nations Unies, à New York, et mon rôle, c'est aussi auprès de la CNUSED, de la COP et de l'OMC, de s'assurer que les PME dans le monde, quelles qu'elles soient, pas uniquement africaines, aient droit au chapitre. Donc, local content, assurer une part du business et des activités aux entreprises petites et moyennes dans les différents pays, et puis s'assurer qu'elles ne soient pas l'objet de ponctions de toutes sortes, notamment en fiscalité. Pour le sujet qui nous concerne, moi alors ces deux titres-là, ce sont des titres d'engagement. Mon rôle, que je le précise quand même, moi je suis consultant indépendant, je suis né en Côte d'Ivoire et je vis en France, donc depuis 42 ans. Même si mon épouse me dit que je ne vis pas en France, puisque je suis une semaine par mois et 3 semaines en Afrique, avec 2 pays par semaine. Donc, vous imaginez un peu les miles. Et le travail, c'est de permettre qu'une entreprise qui nous confie une mission, nous puissions trouver pour elle, sur le marché mondial, des financements ad hoc, des fournisseurs et des partenaires. Ce qui m'amène aujourd'hui à faire entre 15 et 18 pays d'Afrique chaque année. Voilà, donc au sortir d'ici, ça va être un retour sur l'Afrique centrale bientôt. Je passe en RDC. Voilà. Et puis, pendant que je suis ici, 15 secondes de publicité, je suis ici au titre de cette plateforme, mais je suis ici aussi au titre de mes clients. Donc, je lance un appel pour ceux qui m'entendent, parce que les rendez-vous cet après-midi sont bien calés, mais il y a toujours des places. Je représente ici une entreprise Hydranet qui s'occupe de gérer les solutions de gestion de traitement des eaux usées, de C-Lines qui s'occupe de bâtiments d'élevage, de GreenTech qui s'occupe de fertilisants bio, et de 2SX qui s'occupe d'AMO pour la construction. Fermez la parenthèse. Sur le sujet, on a 2 éléments. On a comment permettre que les entreprises aient leur financement. Moi, je dis toujours, premièrement, à mes clients et aux autres,
La première option pour une entreprise pour se financer, ce sont ses clients. Faire plus de chiffres et augmenter sa marge, c'est s'assurer un autofinancement. Mettre plus d'argent, plus de temps dans la reconduction des contrats du client, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est le crédit d'équipement. Notamment si dans nos contrées, parfois, nous n'avons pas les ressources auprès des organismes financiers pour un crédit d'équipement optimal, on peut transférer aux partenaires hors d'Afrique, qui est donc partenaire en termes d'équipement, qui va lui prendre à sa charge le crédit d'équipement auprès de son organisme bancaire en Amérique du Nord, en Europe ou en Asie, dans le cadre du business. Et le troisième sujet, on en parlera tout à l'heure dans les solutions, la bourse est un aspect, aujourd'hui en tout cas moi je ne m'appelle pas d'identifier ce sujet-là, pardon. Et puis j'accompagne une entreprise kenyane, Assimilia, qui a développé une application, Leja, pour les commerçantes au marché à Nairobi, et qui s'apprête l'année prochaine à le faire sur l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. C'est comment on gère au quotidien ces activités pour s'assurer qu'on a une traçabilité, un track record à présenter à des partenaires financiers, bancaires ou microcrédits. Donc avoir comme ça la solution pour assurer son investissement et l'accès au crédit. Merci beaucoup. Ça nous pousse à intégrer dans les outils de financement, notamment la bourse, et je pense que c'est des leviers importants. Vous insistez sur le réseau et l'ouverture au monde et comment avoir les bons clients. Et cette connexion au monde permet aussi d'avoir les bons clients pour avoir un premier niveau de financement qui est clair. Merci. Et effectivement, tout à l'heure, on va revenir notamment sur les rôles des banques centrales et le rôle des régulateurs dans cette composante. J'enchaîne avec Richard Jones. Welcome. Richard, vous êtes en charge du financement à la BIRD et vous vous occupez de nos régions, donc le sud et l'est de la Méditerranée. La BIRD a développé des outils spécifiques à l'Afrique, des outils classiques mais des outils spécifiques à l'Afrique qui ont déjà fait leurs preuves. Donc on est ravis de vous accueillir parmi nous et please feel free to speak in English or in French. Merci Emna et bonjour à tous. Et oui, si vous me permettez, je vais parler en anglais. So the EBRD is a private sector focused multilateral development bank. We've been active in North Africa since 2012 and we now have the intention, the direction from our shareholders to begin preparations to work in some countries in sub-Saharan Africa. So our participation at this event is, if you like, an important part of those preparations, and we're here above all to listen and learn. SMEs are very important for the EBRD. I think I'm right in saying we're the only multilateral development bank that has a dedicated department focused on SMEs. And the reason for that is that we recognize the enormous importance, of course, for SMEs in the economy of all countries, in the private sector. And that's particularly true, I would say, for two areas. One is the contribution of SMEs to value chains, and we know now even more than we did a few years ago how important value chains are for the resilience and the strength of the regional and global economy and for growth and innovation as well. And the second area is around young firms, so young entrepreneurs, startups, companies that are founded and then grow quickly and create innovation and growth. So this is also a key focus area for us operationally. We have 5 pillars for our engagement with SMEs, and the first is the financing that we channel through financial intermediaries to literally thousands, tens of thousands of SMEs throughout the regions where we operate. And last year we channeled 1.5 billion euros or so through those channels, mainly with partner financial institutions, also with equity funds, and to some extent also with VC funds.
We also, and again I think this is rather unique among multilateral development banks, we finance SMEs directly as EBRD. So we either take the full risk of SMEs or we share the risk with a partner bank on an individual SME transaction. And last year I think we did something like 60 or 70 such direct transactions across our regions. Then we have a very extensive program of business advisory support, and that recognizes the need for expertise in SMEs. It recognizes the fact that every SME is different, has different challenges. In some cases it will be the need to develop their governance, in some cases it will be the need to develop their marketing, their IT, their financial management. And so we work with local consultancy industry, but also with international industry experts with really serious experience in niche sectors and niche specialities to provide bespoke advice to the SMEs in the places where they need it for their growth. So we've been doing that for many, many years. In North Africa last year, we provided about 500 such bespoke advisory programs, which are also subsidized through the partnerships that we have with our international donor partners. Thank you. Sorry. Yeah, please. Increasingly also we're working with digital platforms so that we can provide knowledge and content to a wider network of SMEs, also to micro enterprises and enterprises in harder to reach regions. And we're working with the banks that I mentioned earlier so that we can integrate these advisory services into their non-financial service product development. So we of course monitor the impact of this quite carefully, and we're encouraged to see that more than half of the SMEs that benefit from this advice grow their revenues, grow the number of jobs that they have, and also grow their productivity. So, we have this experience in North Africa. We know that we can apply it, but we also know that we need to adapt it in the countries that we hope to work with in Sub-Saharan Africa. And we look forward to continuing this discussion in the panel and with the room. Thank you, Richard. Donc effectivement, vous avez des outils très adaptés à l'Afrique et je pense que c'est important, notamment tout ce qui est assistance technique pour justement apporter une expertise pointue sur des sujets spécifiques de système d'information, de marketing, etc., etc. Donc c'est vraiment aussi ce retour d'expérience que vous avez déjà mis en avant qui est important dans notre discussion plus tard. Bienvenue Hicham. Hicham a plusieurs casquettes. Je mettrai en avant la première, c'est président de Africa Link. Bienvenue. Et cofondateur de SM2E. Donc à vous la parole. Merci beaucoup Wimna. Bonjour à toutes et à tous. قبل كل شيء شكرا جزيلا شيخ أنيس على استقبالكم الحار وشكرا جزيلا mon ami سليم على الجهود اللي تعمل على تطوير أفريكا لينك بتونس وخارج تونس. Juste pour traduire, un grand merci à Anis pour son accueil chaleureux et cette belle organisation. Bravo. Et merci à Slim, notre ambassadeur à Tunis, pour tous les efforts effectués pour le développement d'Africa Link à l'intérieur de Tunis et à l'extérieur. Évidemment, je suis là tout d'abord par rapport à Africa Link parce que c'est une communauté d'entrepreneurs qui me tient à cœur, dont je suis un des cofondateurs avec Yves Delafont, avec Denis Berger d'ailleurs, qui est à l'origine de cette idée, avec plusieurs autres personnes. Et j'en suis aujourd'hui le porte-parole puisque je suis président et je co-préside cette communauté d'entrepreneurs avec un garçon qui s'appelle Panayotis Liolios. On a voulu une double présidence pour donner un symbole effectivement à cette communauté, parce que souvent on essaie d'avoir des actes qui sont en cohérence avec nos paroles. Et qu'est-ce qu'Africa Link aujourd'hui? C'est tout simplement des entrepreneurs. Alors excusez-moi mesdames, lorsque je parle d'entrepreneurs, c'est bien évidemment au féminin tout d'abord et au masculin.
Lorsque je vais parler d'hommes, c'est avec un grand H, c'est au féminin et au masculin. Donc c'est pour juste, ne me reprenez pas si je commets cette erreur. Mais avant de vous parler d'Africa Link, moi je suis heureux du hasard, si on croit au hasard, parce que je suis quand même entre deux banquiers. Donc je pense que je vais repartir avec beaucoup d'argent et j'en serai très heureux. Donc Africa Link, c'est une communauté de 200 entrepreneurs aujourd'hui. Ces entrepreneurs sont à hauteur de 45% africains quand même. Donc ça montre quand même que l'idée que nous avons adoptée pour le développement de cette communauté plaît. Ça montre vraiment que nous avons, nous, membres d'Africa Link, un logiciel de fonctionnement qui est tout simplement logique. On est basé sur une éthique, sur un partage de richesses, que ce soit une richesse humaine, que ce soit une richesse économique, et on est dans des dispositions dans lesquelles on cherche la meilleure solution, qu'elle soit africaine ou qu'elle soit européenne, pour bâtir des projets, pour construire des entrepreneuriats, pour construire des partenariats et pour qu'on aille beaucoup plus vite. Ces 200 entrepreneurs aujourd'hui sont répartis sur 15 pays en Afrique, où nous avons des ambassadeurs qui nous représentent et qui coordonnent les actions de nos entrepreneurs africains, et 2 ambassadeurs dans les pays européens. Et pourquoi nous développons ces ponts entre l'Europe et l'Afrique? Parce que notre idée, c'est de permettre à des entrepreneurs africains aussi de venir en Europe, de leur permettre d'ouvrir des marchés européens. Donc on est sur un axe sud-nord, on est sur un axe un peu plus habituel, bien évidemment, nord-sud. Et là où nous sommes encore plus heureux, c'est lorsque les relations sud-sud se développent de manière naturelle. Aujourd'hui, avec Denis, avec Yves, avec les membres du bureau d'Africa Link, nous sommes ravis lorsque nos ambassadeurs s'organisent tout seuls pour se dire « Tiens, moi je suis ambassadeur au Cameroun, il y a un salon qui se passe en Guinée, on va y associer les entreprises égyptiennes et on va aller, si vous me permettez le terme, en meute sur ce salon parce qu'on peut faire des choses ensemble. » Donc les relations qui étaient jusqu'à maintenant un peu plus difficiles, on les simplifie au niveau d'Africa Link pour que le business se développe le plus rapidement possible. Et c'est l'ambition d'Africa Link. Alors Africa Link, bien évidemment, cette communauté d'entreprises, elle est extrêmement rattachée au volet économique parce qu'on sait tous que la création du moindre emploi, parce que nous, on n'est absolument pas sectaire. La société qui crée un emploi, on considère que c'est une contribution à la richesse du pays, c'est une contribution à l'évolution du PIB, et on est ravis lorsque un de nos membres crée, bien évidemment avec un partenaire européen ou africain, ne serait-ce qu'un seul emploi. Bien évidemment, on a l'ambition d'en créer beaucoup plus, mais déjà à partir d'un emploi, nous sommes extrêmement ravis parce que ça veut dire qu'il y a une famille qui est peu dans le besoin, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui créent de la richesse, parce qu'il y a des gens qui gagnent en dignité, et tout ça nous est extrêmement important. Cette association a son siège social à Marseille, parce que l'idée d'Africa Link est née, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec Denis, notre délégué général, et les dirigeants de la Chambre de commerce marseillaise. Mais par contre, elle est dirigée par les membres d'Africa Link, qui sont aujourd'hui constitués comme toute association, avec un bureau, avec un conseil d'administration et autres. Et si aujourd'hui, moi j'en suis le président, c'est que bien entendu, c'est que je suis aussi entrepreneur. Donc je suis aujourd'hui implanté à Marseille, puisque j'ai adopté cette ville, ou c'est peut-être elle qui m'a adopté il y a quelques années, et avec une filiale au Maroc et une filiale au Gabon, ce qui nous permettent de couvrir beaucoup de pays africains en termes de business et beaucoup de pays du Moyen-Orient aussi. Mon souci sur le financement, bien avant de parler d'Africa Link, et j'ai un sujet que je voudrais partager avec vous tout à l'heure, effectivement, c'est déjà un souci personnel. Dans mon entreprise, j'ai besoin de financement. Alors j'ai un peu d'expérience, donc on peut considérer qu'avec la notoriété des clients qui nous font confiance, le souci de financement est un peu moins présent. Le financement est toujours présent dans une entreprise, parce qu'il faut la créer, parce qu'il faut innover, parce qu'il faut avoir des produits, parce qu'il faut les homologuer, parce qu'il faut chercher des développements, parce qu'il faut aller à l'international, parce qu'il faut un certain nombre de choses tout au long de la vie de l'entreprise. Alors si nous qui avons déjà un peu d'expérience, on arrive à y faire face, si on arrive à pousser les portes des banques, si on arrive à discuter avec les banques, si on arrive à justifier nos business plans et à essayer de trouver les fonds nécessaires pour développer le business, il en est tout autre chose pour les jeunes en Europe, où déjà, effectivement, l'accès au financement est un peu plus simple, mais néanmoins, ça reste quand même compliqué. En Afrique, c'est un vrai chemin de croix. Et nous, au niveau d'Africa Link, de toute façon,
On a réfléchi à cette solution, on a partagé nos idées avec un certain nombre d'institutions et on a pris une initiative dont je vous parlerai tout à l'heure pour effectivement essayer d'amener une toute petite goutte à la création de richesses en Afrique. Merci beaucoup, Hicham. Yves, donc cofondateur de Africa Link, cofondateur et président de groupe bancaire, donc BCI, et plusieurs autres casquettes, mais surtout un engagement fort pour rapprocher l'Europe et l'Afrique. Donc c'est vraiment le mot que j'ai retenu. Donc à vous la parole. Merci Emma. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi je suis un peu schizophrène parce que d'un côté je suis un homme à peu près normal et je suis banquier. Donc pas facile. Le groupe BCI est un groupe mauritanien. J'insiste dessus, il est présidé par Issa Moul Tajedine, qui était à l'origine de cette opération, et je l'accompagne depuis plus de 30 ans maintenant, avec beaucoup de plaisir et d'honneur. Nous sommes une banque régionale, traditionnelle. Le siège est en Mauritanie, nous sommes implantés dans des filiales en Guinée, au Mali et au Sénégal, et on fait un métier de banquier traditionnel. Je vais faire une confidence puisqu'on est entre nous. Le banquier n'est pas votre ami. Oui, mais il faut le dire de temps en temps parce que la communication de nos communications, c'est plutôt on aide, on est proche, on vous aime et on vous finance. La banque n'est ni votre ami, ni votre sponsor, ni votre papa. C'est un partenaire potentiel. Et la banque évolue dans un milieu très particulier où il y a une réglementation extrêmement forte des banques centrales qui nous interdit beaucoup de choses, y compris de prendre des risques, dont nous avons d'ailleurs horreur. La banque est peut-être le métier qui a le moins d'appétence au risque. Il faut le dire, sinon on ment. Et en plus, on prête de l'argent qui n'est pas nôtre. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Et dans un contexte de compliance, de lutte contre le blanchiment, de cybercriminalité, etc., c'est un métier complexe, difficile. Et ce que je veux dire, c'est que nous ne prenons pas de risques et nous ne finançons que les riches. Je force le trait, exprès, parce que ce n'est pas tout à fait ça. Et dans ce cadre-là, la PME, et en particulier en Afrique, tout le monde reconnaît aujourd'hui qu'il n'y aura pas de vrai développement, de vraie croissance et de pérennité de cette croissance sans un tissu dense, profond, varié, diversifié de PME. Ces PME, Hicham le rappelait tout à l'heure, et évidemment tous mes prédécesseurs, ont besoin d'argent, trouvent l'argent pour créer la société, ce qu'on va appeler le love money, la famille, les économies, etc. Et puis ensuite passent à l'étape supplémentaire qui est entre ce love money, mettons 50 000 euros, l'équivalent, et la partie où on va trouver des interlocuteurs pour trouver de l'argent. Il y a un gap dans la raquette du financement des PME. Entre, j'allais dire, 0 et 1 million d'euros, il n'y a quasiment aucun interlocuteur. Si j'ai besoin de 20 millions d'euros, j'ai des interlocuteurs partout. Si j'ai besoin de 200 000 euros, j'en ai quasiment pas. Alors, peut-être pas rentrer plus dans le sujet, mais je pense que c'est c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Et peut-être pour conclure, je crois que le mot magique, le mot maître, c'est garantie. Voilà. Effectivement, merci beaucoup. Et comme vous le soulignez, c'est très facile de lancer, mais après, pour grandir, c'est vraiment le palier à franchir qui est très difficile. Donc effectivement, je pense que c'est important de focaliser sur les solutions et on va aller sur deux catégories de solutions. Des solutions très classiques de fonds de garantie, de private equity, enfin, de bourse, et quels sont les freins aujourd'hui ou quels sont les leviers que nous pouvons mettre en place pour faire évoluer à la fois la maturité de la PME, la maturité des acteurs et des outils financiers, et puis la maturité du régulateur, que ce soit Banque centrale ou ministère des Finances ou structure de tutelle. Donc c'est vraiment les trois piliers sur lesquels on va focaliser. Et puis dans un deuxième temps, on va aller sur des solutions très spécifiques à l'Afrique, très adaptées au contexte africain. Donc Yves, je vous propose de démarrer parce que vous nous avez
on va dire, déstabilisé par cette, on va dire, non-amitié entre la PME et son banquier. Donc, il nous faut trouver des solutions pour évoluer. Je vous aime quand même. Hein. Oui, donc je disais garantie. Le problème, c'est que prêter de l'argent à quelqu'un dont on n'est pas sûr qu'il nous le rembourse est quelque chose qu'on ne fait pas. Donc on va prêter, on finance bien entendu quelques PME, mais en général le secteur bancaire africain ne finance pas les PME, parce que c'est un risque considérable. D'abord parce que, de façon naturelle, une jeune entreprise rencontre des risques et que c'est difficile de les évaluer. On a évoqué tout à l'heure l'absence d'informations fiables sur l'entreprise, l'absence de formation de la part dans nos équipes, dans nos ressources humaines, gérer du petit corporate, c'est difficile. Et comme en plus nous avons un manque, j'allais dire de liquidité peut-être, en tout cas une demande de crédit importante à des taux élevés, pourquoi irions-nous financer, je force le trait exprès, hein, pourquoi irions-nous financer des petits, dangereux, risqués, quand on peut financer des riches, sans risque, avec des garanties? Nous sommes des commerçants. Donc garantie, comment fait-on? Alors, il s'est mis en place depuis quelques années quelques outils. Quelquefois en ordre dispersé, il commence à devenir un petit peu plus intéressant et efficace ou efficient, ou des fonds de garantie. Le fonds africain de garantie, par exemple, est quelque chose qui est tout à fait intéressant. Il y en a 5 ou 6 des fonds de ce genre, mais qui souvent s'arrêtent à 50%, voire à 75% si vous êtes une femme, si, ceci, etc. Si on me demande, je parle au nom des banquiers, 200 000 €, parce que je parle de petites sommes en fait, hein, c'est des petites sommes qui manquent, c'est pas les grosses, et qu'on me dit je vous garantis 50%, dans des conditions d'obtention de ces garanties, etc., qui sont quelquefois un peu complexes, il reste 50%. Donc le risque est toujours là, il a été divisé par 2, mais il reste là. Donc l'idée que je vous soumets, qu'on a évoqué, Emma, c'est la constitution d'un vrai fonds de garantie mis à la disposition des banques. C'est-à-dire que des dossiers qui seraient validés, on pourra revenir sur le processus de validation, bénéficieraient automatiquement d'une garantie à 90% par exemple, qui permettrait aux banques de prêter, d'accompagner et de se former. Parce que nos banques ne sont pas formées à cette population, cette clientèle. Ça permettrait aussi d'ailleurs de toucher à quelque chose qu'on pourrait évoquer tout à l'heure, qui est l'informel, qui représente dans beaucoup de cas 90% de l'économie nationale, en Afrique subsaharienne en tout cas. Donc c'est comment créer ce fonds de garantie et surtout comment identifier, valider les projets, qui sont des porteurs de projets. Si vous avez, et là je me tourne aussi vers Africa Link et d'autres d'ailleurs, si sur le terrain vous avez des acteurs qui connaissent le marché, la culture, les acteurs, et qui peuvent valider, écrémer sur 100 projets qui sont présentés à ce type d'organisation qui est structurée encore, hein, on en retient 25, déjà 75% du risque est évacué. Et ces 25-là ont toutes les chances de réussir avec un taux de déchets faible qui, à ce moment-là, est compensé par un fonds de garantie. Et en fait, ce sont des sommes qui sont faibles, c'est quelques millions d'euros. Quand on voit ce qui est mis partout, c'est rien du tout. Donc, peut-être une réflexion à avoir là-dessus. Très bien. Merci, Emma. Merci. Donc, je me tourne vers vous, Madame Zorlemi, et je pense que cette idée de fonds de garantie, et vous l'avez, enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont les leviers que vous proposez aussi de votre côté et que vous avez déjà expérimenté ou que vous voulez pousser un peu plus sur notre contexte tunisien? Merci Madame M. Peut-être avant de parler des fonds de garantie, là pour faire face aux différents défis de financement des entreprises et vu et conscient de l'importance et du poids des PME dans le tissu économique tunisien, les pouvoirs publics ont mis en place une panoplie de mesures pour soutenir ces entreprises.
Tout d'abord, je vais commencer par un instrument, c'est l'instauration de la bonification d'intérêt. Donc, c'est la prise en charge, en fait, par l'État du différentiel entre le coût d'investissement et le taux du marché monétaire de 3%. Cette mesure, en fait, a été prise dans le cadre de la loi sur l'amélioration du climat des affaires, donc pour aider les entreprises à accéder à un financement raisonnable. D'autres mesures ont été prises en faveur des PME, des mesures d'ordre budgétaire. Tout d'abord, la création d'un fonds de soutien aux PME pour aider les PME qui connaissent des difficultés conjoncturelles, des difficultés financières conjoncturelles. Il y a aussi le fonds phare, c'est un fonds d'appui à la restructuration des entreprises avec toutes ses composantes, c'est-à-dire la composante diagnostique, la composante pré-participative, la composante financement, que ce soit de nouveaux financements ou de réchelonnement, il y a la composante garantie. Donc, toutes ces mesures, toutes ces incitations ont été mises par les autorités publiques conscientes de l'importance de trouver une solution au financement de PME. Ça, c'est le premier aspect. Je reviens à la question des mécanismes de garantie. Effectivement, les mécanismes de garantie jouent un rôle important pour la relance économique et qui ont fait preuve lors de la crise Covid. C'est dans ce contexte on travaille sur une réforme qui concerne la Sotugar. En fait, la Sotugar, c'est une société de gestion qui gère toutes les lignes de garantie mises à sa disposition par l'État. Donc là, un projet en cours avec des partenaires financiers pour repenser Sotugar, pour qu'elle joue le rôle dévolu, pour améliorer l'accès au financement, pour un meilleur partage de risques avec les banques et les établissements financiers. Cette réforme s'articule autour de trois aspects. Tout d'abord, consolider, améliorer l'efficacité opérationnelle de la Sotugar. Donc, dans ce contexte, améliorer l'offre de garantie de la Sotugar via. Donc, tout d'abord, il y a un mécanisme de garantie, il est récent, il a été créé en 2018, c'est le fonds Vamen Express pour garantir les crédits des PME. Mais la chose la plus importante pour ce mécanisme, c'est la souplesse dans l'indemnisation pour les banques. C'est très important là. Il y a aussi le Fonds national de garantie. C'est un fonds qui garantit essentiellement le secteur agricole et la microcrédit. Donc là, on travaille, c'est comment revisiter, comment repenser ce fonds de garantie. Là aussi, on travaille sur la conception. Là, l'aspect restructuration des entreprises était très important, notamment durant la période post-Covid. On travaille sur la conception des nouveaux produits de garantie pour la restructuration des entreprises. Donc là, c'est très important, l'aspect garantie, l'aspect mécanisme de garantie. Certes, cette réforme va permettre, donc va encourager, va inciter les banques à financer les PME si on a un système de garantie donc, qui est fiable, qui indemnise donc, avec bien sûr des procédures très souples dans l'indemnisation. Le troisième aspect donc, très important, c'est que pour les PME, c'est qu'on travaille on a la banque spécialisée des PME, donc on travaille sur tout un plan de restructuration de la BFPME pour qu'elle joue aussi le rôle dévolu. Donc là, via des lignes de financement, bien sûr des lignes de financement budgétaires pour accorder aussi bien des crédits d'investissement que des prêts participatifs. Donc pour la PME, pour qu'elle joue le rôle dévolu. Aussi le renforcement des assises financières de cette banque pour respecter les ratios prudentiels édictés par le superviseur, ce qui lui permet aussi
d'accéder à des lignes de financement des bailleurs de fonds puisqu'elle va respecter le ratio. Un autre aspect important, c'est des projets en cours, c'est qu'on travaille avec les bailleurs de fonds sur la mise à disposition des lignes de financement pour les PME. Je prends l'exemple de la ligne Banque mondiale de 120 millions de dollars et qui sera dédiée au financement des PME. Une grande partie qui sera donc dédiée au nouveau crédit. Les PME ont besoin des crédits pour le financement de besoins d'enfants-roulement, les crédits de gestion et aussi des crédits d'investissement. Un autre aspect important, c'est qui concerne le réchelonnement. Les PME qui ont connu des difficultés au cours de la période Covid, là, ces lignes, c'est pour les appuyer dans cette période de post-Covid. Donc là, on négocie aussi avec d'autres partenaires pour avoir donc d'autres lignes dans ce même contexte, c'est-à-dire pour la relance post-Covid. Merci. Très bien, merci beaucoup. Donc un vrai arsenal d'outils qui va permettre d'accompagner mieux la PME tunisienne notamment. Après, on revient sur la question, quel est le taux d'absorption ou d'appréhension ou d'utilisation de ces outils et de justement faire en sorte que les banques commerciales puissent l'adopter, le mettre en place rapidement, en étant l'ami des PME et en étant justement dans cette logique d'accélération et de réduction de délai. Je me tourne vers vous, Dogad, par rapport à justement des outils différents comme la bourse. On a beaucoup parlé du rôle de la bourse comme un levier de financement différent. Ça a été une expérience intéressante, notamment en Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Très bien. Pardon, je reprends ma présentation parce que je n'ai pas pu la donner, mais on n'avait pas le temps non plus de faire des slides dans tous les sens. Avant de venir, j'ai appelé la Bourse régionale des valeurs mobilières pour l'Afrique de l'Ouest, qui est basée à Abidjan, donc plus au mois, et qui a lancé il y a quelque temps un compartiment PME. Donc comment faire en sorte que la PME africaine, en l'occurrence, ait l'idée d'aller sur le marché financier pour ouvrir une part de son capital. Parce que l'idée de partager la valeur de l'entreprise, c'est aussi de partager le risque. Mais ça oblige à un certain nombre de préalables. Tout à l'heure, le dirigeant, l'administrateur du PCI parlait du banquier qui n'est pas un ami, mais bon, peu importe. L'important, c'est que la démarche vers la recherche de financement oblige l'entrepreneur d'abord à avoir une certaine gouvernance dans la préparation de ses états financiers, dans le partage avec des partenaires, de la manière dont il gère son entreprise. Et l'option bourse est une option ultime, parce que là aussi, on arrive dans une étape où on est passé au crible. Et BRVM, donc cette bourse, a lancé un programme élite. Et dans son programme élite, il y a aujourd'hui un accompagnement des dirigeants, donc avec une sélection. Aujourd'hui, elles sont 12 entreprises, préparées, accompagnées, structurées. J'ai quelqu'un qui parle en même temps. Là, il est là. Mon cher monsieur. Allez-y, allez-y. Mais il est tranquille. Et donc, permettre à ces entreprises-là d'avoir un certain nombre d'étapes pour arriver à se préparer à ouvrir leur marché et donc aller trouver du capital auprès des marchés publics, donc des marchés de capitaux. Le deuxième élément, et c'est l'incidence pour moi dans le débat général, c'est que souvent, dans l'ensemble des pays où je passe, parfois avec les dirigeants, ministres des Finances, en dîner privé, ils cherchent des solutions pour aller capter de l'argent partout dans le monde, trouver de la dette à long terme, sortir des blocages FMI pour certains. Mais ils oublient à leur niveau un élément qui est celui de la mobilisation de l'épargne intérieure. Il y a de l'argent en Afrique, dans tous les pays, même ceux qu'on considère comme les plus pauvres. Il y a de l'argent. Simplement, il n'est pas disponible parce qu'on n'a pas trouvé le moyen de rendre disponible cet argent-là. Évidemment, celui qui a un pécule parce qu'il a travaillé, il a
suer, sueur et sang pour le faire. Il a besoin lui aussi, comme le banquier, d'être rassuré. Qu'est-ce qu'on lui propose pour que son argent abonde dans une capitalisation de l'État? Donc, quelle garantie apporte l'État pour que cet argent puisse être fléché et drainé vers l'investissement? Donc, quels sont les outils, quelle est l'inventivité à créer? Donc là, il y a un point sur lequel nous travaillons. En tout cas, moi, je m'occupe de voir avec un certain nombre de dirigeants dans l'idée de pouvoir le faire. Et tout à l'heure, on a évoqué les fonds souverains. Dans certains pays que je connais un peu plus, à l'ouest et au centre de l'Afrique, il y a une grosse capitalisation qui sont autour des caisses de prévoyance sociale. La retraite, les fonds de pension, si on peut faire court pour regarder un modèle anglo-saxon. Ben, au lieu de faire de l'argent qui dort, on peut le rendre actif auprès d'entrepreneurs qui créent de la valeur, qui créent des emplois, parce que de l'avenir du continent, notre continent, il a un seul souci, c'est comment faire en sorte d'occuper sa jeunesse. Et ça veut dire créer de l'emploi. Et l'emploi, il ne se crée pas au niveau de l'État de toute façon. Il se crée au niveau des entreprises. Alors c'est vrai, il y a la PME, et toutes les multinationales du monde entier ont d'abord été des PME, de 1 ou 2 personnes, sachez-le. Mais il y a surtout comment appuyer et consolider les entrepreneurs qui ont fait leurs preuves, qui ont de quoi montrer un vrai track record, et pour lequel, même si le banquier dit qu'ils ne sont pas des amis et qu'il a peur du risque, ben, ce qui le rassure, c'est de regarder les états financiers d'un partenaire qui vient le voir pour demander un accès. Donc, ce travail au niveau de la bourse est aussi un corollaire qui est la mobilisation de l'épargne intérieure au niveau des États africains et le fait de pouvoir flécher cet argent vers le secteur productif. Deuxième élément, je n'ai pas prévu d'en parler, mais en tout cas, BCI a dévoilé le sujet aussi, c'est les fonds de garantie. Alors, je ne suis pas d'accord avec lui, je dirai tout à l'heure dans 30 secondes, mais les fonds de garantie, je crois que c'est la solution pour qu'un banquier soit encouragé. Quand African Guarantee Fund s'est créé en 2012 avec l'appui de la BAD, aujourd'hui il est à Nairobi, j'ai beaucoup, dès 2014, travaillé avec eux. Certaines banques dans les pays étaient plutôt frileuses de signer un protocole avec ce fonds. Aujourd'hui, ça va mieux. D'ailleurs, pour la FAGAS, l'Afrique de l'Ouest, c'est la même chose. Donc, c'est un amortisseur pour inciter le banquier à prêter de l'argent à des PME. Et ils ne sont pas n'importe quelle PME. Quand le fonds de garantie signe un protocole avec une banque pour le flécher auprès de certaines entreprises, ces entreprises-là sont listées, au sens, pas listées à la bourse, mais elles sont sélectionnées. Donc, le fonds, lui aussi, il s'engage. Parce que l'argent qu'on lui prête sur le marché international, il ne va pas le mettre par la fenêtre. Donc, quand on dirige des entreprises vers une banque avec le fonds de garantie qui appuie, ce fonds apporte une certaine caution. Très bien, merci. Je vais devoir t'interrompre parce que je sais que sinon, tu vas monopoliser la parole. Juste 30 secondes pour dire, j'ai donné mon désaccord pour BCI, mais on en parlera. D'ailleurs, je serai à Nouakchott début octobre, donc on aura l'occasion d'en discuter. Et deuxième élément, ce sont les banques centrales. Je ne sais pas si quelqu'un en parlera. Dans la zone BCAO ou BCA, donc la zone franc, désolé si on me tire dessus, il y a un souci, c'est le souci de la contrainte avec des taux directeurs qui sont vraiment une manière de ne pas encourager l'investissement. Donc il faut que ces banques centrales accèdent à une souveraineté pour qu'elles puissent avoir de la souplesse auprès de leurs banques. Voilà, parce que pour éviter qu'on tombe toujours sur des taux qui ont l'air de taux qui datent du siècle dernier. Et aujourd'hui, une entreprise PME en Afrique, quand elle emprunte de l'argent à sa banque, ben, elle doit déjà avoir de l'argent. Parce qu'on lui demande d'avoir, en gros, 100% de ce qu'elle demande, elle doit l'avoir par ailleurs, soit dans sa maison, soit dans son compte. Merci à vous. Merci. Et je savais que tu allais nous finir par un gros sujet qui est celui-là, mais voilà.
On y reviendra dessus, ne t'inquiète pas. Peut-être je me retourne vers toi, Richard, vers vous, Richard, excusez-moi, par rapport à justement cette accélération. Et notamment, vous avez au niveau de la BERD des outils comme de l'assistance technique, comme le supply chain finance. Comment accélérer le déploiement de ces outils et d'autres justement pour préparer une ouverture de capital à la bourse, à des banquiers, à des private equity, etc. et accompagner cette montée en gamme ou cet accroissement de la PME africaine? Thank you. I'll say a little bit about the tools we're developing for sustainable supply chain finance and advisory. I said earlier how important sustainable and resilient supply chains are for the economy, but they're also a big priority for the large buyers, the large industrial players, often foreign investors that establish operations and need to source from the SME ecosystem locally. There are lots of challenges with this. Payment terms for the small suppliers are notoriously disadvantageous, and they're also administratively burdensome for the buyers. And there are also qualities often around quality standards, the quality standards that the buyers themselves need to adhere to in their supply chains if they're going to export, for example, to the European Union, and there are also challenges around the formalization of the SME supply chain and how that fits in with the financing structure. So what the supply chain finance mechanism does is that it offloads the burden of managing this financing of invoices and receivables by the buyers. It offloads that to a financial institution. And the EBRD is sharing the risk of the financial institution, and we now also have an agreement with the European Union that they will enable us to take even more risk through this mechanism. And what the financial institution is then able to do is to settle almost instantaneously the receivables to the suppliers, so the suppliers have a ready and quick access to working capital, and it will then later settle that with the buyer. And around this mechanism, what we're able to do is provide business advice to the SME supply chain around the questions of supply chain, around the questions of lowering the carbon emissions in the supply chain, around the questions of the quality of the product that is going to the buyer, but also around questions of what needs to be done to take the steps towards formalization and the steps that needs to be taken by these SMEs in order for them to grow and for them to increase the employment that they can offer. So we provide this advice, and then we also provide a structure of payment incentives that incentivizes the steps that the SMEs take on formalization, on quality, and on the green transition, once they have met those benchmarks. Thank you, thank you. Je me tourne vers vous, Hichem. Je sais qu'Africa Link, vous avez déjà poussé des solutions, vous êtes même en train de mettre en place d'autres solutions. Peut-être un éclairage sur ces axes d'accélération que vous êtes en train de pousser. En effet, donc nous, en tant que membres d'Africa Link, on a aussi réfléchi, rencontré des institutions financières, beaucoup d'interlocuteurs dans ce domaine qui recherchent des solutions soit en garantie, soit en financement pour donner un coup de pouce aux entrepreneurs africains et même européens. Et nous avons pris une décision qui est en train d'être mise en place. Juste avant de parler de ce que nous avons mis en place, nous, notre cible, elle n'est pas au niveau de l'aide pour une introduction en bourse, pour aller chercher. Nous, notre cible, elle est vraiment nettement plus basse. C'est-à-dire qu'on considère que lorsque quelqu'un est capable d'aller draguer des investisseurs, des private equity ou la bourse, c'est qu'ils ont déjà gagné en maturité. Nous, notre cible, elle est pour faire du fonds d'amorçage, pour faire de l'accompagnement et pour donner confiance aux jeunes créateurs africains. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, il faut des finances, mais il faut aussi des clients qui font confiance. Tout à l'heure, je vous ai parlé des relations sud-sud.
Africa Link a permis à une entreprise gabonaise et à une entreprise marocaine de répondre à un projet extrêmement technologique au Gabon pour la CETRAC, si quelques-uns connaissent cette société, pour suivre les chemins, les tracés de chemins de fer qui transportent les minerais, avec du suivi en temps réel, avec vraiment des choses de pointe. Ces deux sociétés avaient toute la technologie nécessaire et toute la maturité pour pouvoir offrir la solution aux clients. Moi, le premier, donc dans ma société, on travaille sur des secteurs un peu pointus. Nos clients sont très exigeants, donc ce sont des gens qui dépendent des ministères de la Défense ou du ministère de l'Intérieur. Donc vous imaginez que les produits que nous mettons en œuvre sont des produits extrêmement pointus, extrêmement exigeants. Je n'ai pas hésité une seule seconde à chercher un produit chez un partenaire africain, jeune, parce qu'il faut commencer par ça, par donner confiance aux gens pour leur dire ce que vous avez développé, ça a une chance d'aboutir sur le marché. Et c'est là-dessus que nous travaillons. C'est là-dessus pour dire, aujourd'hui, on peut effectivement faire appel à du love money lorsque des familles africaines trouvent 50 000 €, les jeunes, ils sont très heureux, quoi. Donc, des fois, il y a une nécessité d'avoir vraiment des montants nettement plus bas. Lorsque nous effectuons des missions en Afrique, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, un peu partout, on rencontre des jeunes créateurs qui ont des produits exceptionnels, mais malheureusement, pas capables de l'industrialiser, pas capables de le normaliser, pas capables de le mettre sur le marché, ainsi de suite. Donc nous avons décidé aujourd'hui, en tant que membre d'Africa Link, parce qu'on a rencontré des gens de l'AFD, BPI, on n'a pas encore rencontré la Bird, mais ça va venir tout à l'heure, pour leur dire, globalement, un peu l'idée d'Yves tout à l'heure, un peu des idées pour dire comment on peut faire pour accompagner, pour, si tu me permets d'utiliser ton terme, pour combler le trou dans la raquette, donc sur des financements intermédiaires. Et toutes ces personnes à qui nous avons exposé nos projets sont extrêmement intéressées par notre idée, mais par contre, ils tardent à nous répondre et ils tardent à être concrets avec nous. Donc ce que nous avons décidé, nous, membres d'Africa Link, personnes privées, c'est que nous avons décidé de créer notre propre société d'investissement, dans laquelle les actionnaires sont des membres d'Africa Link, européens et africains. Et cette société va non seulement, bien sûr, arriver avec l'equity dans des sociétés de jeunes créateurs, mais on va aussi mettre à disposition du temps de nos membres pour aider les jeunes créateurs à gagner en maturité, à peut-être un jour arriver à présenter des dossiers pour des levées d'argent en bourse, et de telle façon à leur donner tous les moyens pour que leurs produits soient à la hauteur et puis qu'ils puissent trouver des marchés. Donc là, c'est la première démarche, et nous avons commencé à identifier quelques sujets. Nous avons participé aux dernières journées de la diaspora, les JNDA à Bordeaux, pour auditionner une vingtaine de dossiers, aussi séduisants les uns que les autres. Après, il va falloir faire des tris, effectivement, parce qu'on ne va pas pouvoir tout financer. Et puis, à un moment donné, on a l'argent des autres. Donc, si on l'investit, il faut qu'on soit certain qu'effectivement, à un moment donné, tous les moyens seront mis à disposition du créateur pour faire aboutir son projet. Et la force d'Africa Link, c'est celle-ci, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui prennent des risques en mettant leur propre argent et aussi en mettant de leur temps pour accompagner. Et la deuxième étape que nous sommes en train de préparer, c'est que toutes ces personnes que nous avons rencontrées, qui ont trouvé l'idée séduisante, bien évidemment, on va aller taper à leur porte pour leur dire « Nous avons pris des risques aujourd'hui, nous, en tant que membres d'Africa Link, faites-nous confiance et accompagnez-nous, ne serait-ce que si Africa Link devient un organe labellisateur normatif de projets qui ont quelques chances de réussir, ben on serait heureux de pouvoir contribuer à la création d'entreprises. Ouais. Effectivement, cette idée de labellisation est, je pense, clé dans le raisonnement, de dire il y a un premier, on va dire, prototype qui est lancé, et à partir de ce prototype, il y a un effet de levier avec les bailleurs de fonds pour aller à une taille supérieure et aller sur cette labellisation qui est clé. Esther, je me tourne vers vous. Votre rôle est vraiment auprès de la PME, surtout pour l'éduquer, l'accompagner, l'aider dans sa gouvernance, au travers de formations. Peut-être votre regard par rapport à ça, pour que justement il y ait une bancarisation ou une préparation à être labellisé à travers des structures tiers ou à travers la banque. Merci encore une fois pour me donner la possibilité de donner mon point de vue. C'était très riche, les interventions des différents panélistes. Et j'ai noté beaucoup de points. Comment Crédassure pourrait être complémentaire à ce qu'ils ont déjà comme solution.
Donc, par exemple, pour la solution, donc au début, j'ai parlé des différentes possibilités d'accompagnement, on connecte aux investisseurs, les fonds d'investissement. Donc, pour les responsables des différents fonds d'investissement, avant d'investir dans une PME, ils doivent se rassurer voilà, qu'ils ne prennent pas trop de risques et que leur investissement sera rentable. Et nous, avec l'accompagnement dans la formation, l'information, l'accompagnement dans la révision de leur gouvernance, la gestion de la trésorerie, c'est une façon de mitiger donc, en partie donc, les risques que pourraient prendre les investisseurs. Alors, si on met en place ces cadres de collaboration entre investisseurs, le fonds d'investisseurs, même la société d'investissement, pour collaborer avec des structures comme Crédassure, qui, en partie, c'est vrai que les risques zéro n'existent pas, mais le fait de les mitiger avec quelques pistes de solutions, donc je pense que c'est quelque chose qui pourra accompagner les développements, l'émergence des PME en Afrique. Former, collaborer avec ce qui existe déjà, parce qu'on n'invente pas la roue. Donc, au lieu de créer les mêmes choses, on peut voir comment on pourrait être complémentaire à ce qui existe déjà. Et une autre chose, c'est d'accompagner aussi les PME africaines. Donc, cette ouverture d'esprit, la culture d'actionnariat, ce n'est pas encore vraiment ancré dans la mentalité des PME africaines. Leur faire comprendre qu'il existe d'autres types de financement que les financements classiques des banques ou les love money, comme l'a dit les panélistes. Il y a d'autres types de financements qui peuvent accompagner la croissance de son entreprise. L'éducation financière, c'est important. Faire comprendre le fonctionnement des crédits, que ces PME arrivent à comprendre que voilà, un crédit, ce n'est pas une subvention. Donc voilà, parce qu'il y a des PME, aujourd'hui, ils reçoivent un crédit, du coup, voilà, c'est un cadeau. On fait la fête, mais on ne se rend pas compte que c'est déjà le début d'une contribution à la chute, donc la faillite de sa propre structure. Après, voilà, le fait d'avoir un crédit, c'est une malédiction. Non, mais ce n'est pas la malédiction, c'est juste parce qu'on n'arrive pas à maîtriser c'est quoi un crédit. Nous, on prépare ces PME à comprendre c'est quoi un financement, c'est quoi les crédits, qu'est-ce qu'il faut donc, pour arriver à bien gérer ces crédits, qu'est-ce qu'il faut après les crédits. Et en même temps, on fait le même travail avec les banques et les institutions de microfinance. Nous formons les agents des institutions de microfinance ou les agents des départements PME des banques pour leur comprendre déjà comment analyser les risques, parce que certaines institutions donnent des crédits, accordent des crédits sans accompagner les PME. Donc, comment accompagner les PME qu'on finance? Parce que le fait de ne pas les accompagner indirectement, elles contribuent à la détérioration de votre portefeuille et ça augmente les ratios des risques. Donc, du coup, on leur fait comprendre que le fait de ne pas les accompagner, c'est vous aussi qui vous êtes en situation difficile. La plupart des PME évoluent, donc voilà, arriver à les retrouver. Donc, la Banque centrale, bon, je parle de la RDC. Donc, les risques, il est très élevé, ce qui fait que voilà, une structure peut être aujourd'hui enregistrée avec telle identité et demain, c'est une autre. Donc, du coup, elle va voilà, avoir des crédits partout. Et l'analyste qui analyse les risques ne prend pas en considération tous les facteurs parce qu'il y a des informations qui sont biaisées. Donc, du coup, les risques, il existe tous les jours. Donc, il faut trouver comment collaborer avec les structures comme nous, Crédassure, il y en a plusieurs, qui pourraient accompagner donc l'émergence, le développement de ces PME, collaborer avec les fonds d'investissement et toutes les autres solutions qui existent. Donc, voilà ce que je peux compléter sur ce qui a déjà été dit depuis tout à l'heure. Et aussi inciter la diaspora à investir en Afrique. Donc, investir dans les PME en Afrique, ça ne sert à rien de venir créer des nouvelles entreprises. Justement, Esther, je vous redonne la parole parce que je pense que c'est un axe vraiment important par rapport à ces solutions innovantes qui sont plutôt adaptées à l'Afrique. On sait qu'on a, on va dire, une migration des talents qui est là, donc c'est mathématique, il n'y a rien à faire. Donc saisir cet élément, et les témoignages d'hier le montraient, mais l'utiliser comme une opportunité et valoriser le rôle de la diaspora, rapprocher plus la diaspora des entrepreneurs locaux pour faciliter, que ce soit dans les conseils d'administration, que ce soit en investissement. Je pense que vous avez beaucoup de retours d'expérience par rapport à ça. Comment vous voyez ce rôle de la diaspora qui peut se renforcer encore plus dans ces mécanismes? Oui, donc la diaspora a un grand rôle à jouer dans ces mécanismes. Donc déjà le fait, parce que tout le monde veut créer une nouvelle structure, tout le monde veut faire la même chose, on pourrait bien investir dans une structure qui existe déjà.
Donc voilà, moi je vais investir dans tel secteur, essayer de voir comment je pourrais investir dans une PME qui existe déjà, mais qui a du mal à décoller, mais dont les risques ont déjà été un peu analysés. Est-ce que c'est un projet viable, rentable? Et voilà, essayer d'investir, d'inciter la diaspora à investir dans les PME en Afrique, parce que la diaspora à l'étranger, la plupart, on va faire des études et on ne pense pas à rentrer voilà, pour accompagner les développements de l'Afrique. Je pense que ce serait être un appel, donc j'ai fait un appel à toute la diaspora, à l'étranger, donc que ce soit en Afrique ou en Europe, de penser à contribuer au développement des PME de leur pays ou des pays, voilà, je peux aussi investir dans un autre pays d'Afrique, pas nécessairement dans mon pays d'origine. Donc je pense vraiment qu'on a un grand rôle à jouer, ramener nos compétences. On va étudier, mais il faut penser à venir renforcer dans nos pays. Moi, par exemple, je travaille dans le secteur banque et assurance, ça fait 17 ans. Mais il y a 7 ans, j'ai pensé aller accompagner les banques et les compagnies d'assurance et en motivant la diaspora qui sont dans les mêmes secteurs pour ensemble aller apporter nos connaissances, notre expertise dans les secteurs banque et assurance et renforcer les systèmes financiers en Afrique. Complètement. Et je pense qu'autour de la diaspora, il peut y avoir des leviers intéressants. Peut-être dans ces outils innovants, nouveaux, plus adaptés à l'Afrique. Yves, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous suggérez pour qu'on ait des solutions vraiment adaptées à l'Afrique? Je ne crois pas avoir de solution, peut-être des réflexions. Et je rappelle quand même que moi, ma préoccupation aujourd'hui, c'est les petits. Si on me propose une entreprise, une PME africaine qui est au niveau d'entrée en bourse, je serai extrêmement heureux d'être mis en contact pour pouvoir la financer. Je parle des petits, hein. C'est ma préoccupation, parce que ces petits deviendront des grands. Peut-être 2 points. De l'argent, il y en a. Énormément. Il suffit qu'il y ait quelque chose qui motive ceux qui le portent. Prenez la crise Covid ou la guerre en Ukraine, vous sortez comme ça des centaines de milliards de dollars. Donc en fait, il faut que quelqu'un soit concerné et que ça touche ses intérêts vitaux. Et le Nord, les pays riches, n'ont pas encore tout à fait pris conscience que c'est leur intérêt vital que l'Afrique se développe de façon pérenne. Notre avenir s'écrit sur ce continent. Et tant qu'on ne l'aura pas compris, on aura du mal à faire sortir les moyens nécessaires. Une des solutions, je dirais, c'est pas innovant du tout, hein, mais je rejoins évidemment la philosophie d'Africa Link, c'est le partenariat. Je parlais tout à l'heure de ce gap dans le financement qui est entre 0 et 1 million, où on commence à avoir des interlocuteurs, avant extrêmement peu, pour des gens qui ne sont pas structurés, qui n'ont pas les moyens d'avoir des conseils, etc. L'entrepreneur en Afrique connaît son marché, est résilient, a les connaissances, a le savoir-faire, a tout pour réussir, sauf 2 choses. Quasiment tout le temps, une absence de financement, c'est ce qui nous préoccupe, et très, très fréquemment, et en particulier en Afrique subsaharienne, un manque d'organisation, de rigueur et de réseau. Nos PME, quand je dis nos PME, je parle des européennes, ont de l'argent, ont de la rigueur et de l'organisation, parce que c'est comme ça que ça s'est fait depuis des décennies. Et c'est que ça qui est à apporter à nos partenaires en Afrique. C'est pas, je vais vous expliquer comment on se développe. Le développement exogène est un échec depuis 60 ans. Ça ne peut que être endogène. Et ce que peut faire l'extérieur, et je ne parle pas que de l'Europe, c'est d'apporter ce qu'ils savent faire ou ce qu'ils ont. Et c'est de l'argent et c'est de l'organisation. Surtout ne pas aller plus loin, être très humble à ce sujet, mais très fier de ce qu'on sait faire. Et l'Afrique a aujourd'hui une palette de partenaires potentiels. Bien évidemment, les Chinois, les Indiens, les Turcs, etc. L'Europe n'a qu'une seule Afrique. À nous d'être capables d'attirer l'attention et de faire en sorte que nos entreprises soient présentes ici et qu'elles soient présentes demain chez ces petits aujourd'hui qui seront grands demain. Et je crois qu'une des sources de financement extrêmement importante, parce qu'elle comporte
de l'accompagnement, de la présence, de l'humain, du contact, c'est le partenariat. Et c'est un des objectifs d'associations comme Africa Link et de ce que j'essaie de faire de mon côté en parallèle ou en même temps, c'est de mettre en contact une entreprise sur ce continent avec une sur l'autre, parce que les entreprises européennes, d'une façon générale, ont de l'argent, soit parce qu'elles l'ont en propre, soit parce qu'elles l'empruntent, soit parce qu'elles vont se faire garantir leur investissement par des gens comme BPI. Et trouver 300, 400, 500, 600 000 euros est facile pour une entreprise européenne. Et c'est donc comment on met en contact ces gens-là, on fait qu'ils se connaissent, qu'ils aient confiance, qu'ils soient validés, qu'ils soient accompagnés, parce qu'il faut bien sûr amener en même temps d'autres outils, mais c'est que comment on va grandir ensemble. Et je crois que là, il y a une piste extrêmement importante qui est de dire développons, mais c'est du terrain. C'est pas des grandes idées, c'est pas des grandes théories, c'est pas des grandes. C'est du terrain, c'est de l'humain. Qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je mets avec toi? Je suis partenaire. Et ça, c'est un changement de mentalité très fort. Non seulement chez nous ici, je dis chez nous parce que je suis africain, mais aussi chez nous en Europe parce que je suis aussi européen, c'est de se regarder autrement. Et les bouleversements qu'on voit aujourd'hui dans la relation France-Afrique, France en Europe-Afrique, dans quelques pays, ne l'oublions pas, hein, c'est 4 pays qui sont un peu bousculés aujourd'hui sur 54, donc gardons raison. C'est d'arriver à ce niveau-là et de se dire comment on est ensemble, en sortant des schémas dans lesquels nous sommes depuis des décennies. Voilà. Très bien. Peut-être j'enchaîne avec vous, Doga, parce que vous êtes dans cette problématique et dans cette thématique et votre retour d'expérience nous intéresse. Oui, alors d'abord, dans notre palette, il y a les États, les PME structurées, grandes, et puis il y a les petits. Tout à l'heure, je le disais rapidement en introduction, j'accompagne une entreprise kenyane, Asilimia, qui a développé une app, LEJA. L-E-J-A. Cette application, elle permet aux femmes du marché, donc j'entends bien, la TPE unipersonnelle du quotidien, à partir de leur téléphone, je ne parle pas d'un smartphone, hein, je parle du téléphone sans faire de pub, vous savez, les vieux de l'époque, elles peuvent enregistrer tous les mouvements de vente, d'achat, du microcrédit, voilà. Donc en fait, elles ont avec elles, puisqu'elles ne sont pas bancarisées, elles ont avec elles un système, un outil bancaire, hein, en tout cas qui s'y apparente, et qui permettent, pour celles qui veulent passer un autre cap, d'avoir un track record de la matière quand elles se tournent vers le réseau bancaire, par exemple, ou vers le réseau microfinance. C'est donc un outil de gestion, de comptabilité, avec l'ensemble des mouvements. Et ça, on est dans une option d'inventivité et d'innovation pour avoir accès au financement. Parce que le financement, il s'entend aussi de montrer ses références, son acquis, son activité. Et là, ce n'est pas des feuilles de papier, c'est une traçabilité pour toutes les commerçantes du marché. Cette application, elle va bientôt déborder du Kenya pour fournir l'ensemble des marchés d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Bien. Très bien, merci. Peut-être je me tourne vers vous, Richard. Est-ce que vous avez identifié, mis en place des solutions adaptées à l'Afrique? Vous êtes préoccupé, focalisé sur la jeunesse, sur l'emploi. Et donc, qu'est-ce que vous avez proposé de solutions par rapport à nos contextes? So we are very focused on youth unemployment and training. You know, we see the very high levels of youth unemployment in North Africa, for example. We see that there's higher levels of difficulty to access finance among young people, young entrepreneurs. There's, you know, in the financial sector, the digital offer is relatively weak. And there's an inadequate level of non-financial service provision from the banks, and also a willingness to
to meet the personal needs of young entrepreneurs, which are also very strong at that stage in their lives. So we have products that are targeting this problematic. In particular, we have a series of credit lines through the banks, which is called Youth in Business, and we have another one called Skills in Business, and they have advice to the banks so that they can better understand the risks and the value proposition that they need to offer to that segment. But they also provide the parallel business advice to the young people through the local consultancy sector, as I described earlier. We also have a development impact bond, which is an innovative structure that we have now successfully applied in Palestine, and which we would like to apply elsewhere. This is results-based financing, where investors, including the EBRD, are remunerated in proportion to the success of the outcomes achieved. So there, for example, we had trained 823 young people, and 450 of them are now in stable employment. Often we focus on the inputs that we provide with training and advisory, but here we focus very much on the outcomes and ensure and incentivize that they are met. I think the other area that's very interesting, and it was just alluded to just now, is the area of startups and tech. And this is very strong, of course, across the region, across the continent. We see we have a number of clients in Tunisia where we work through what we call our Star Venture program. This is providing intensive advisory support and mentoring, including from Silicon Valley entrepreneurs to Tunisian startups. One of our proudest examples is a company called Cumulus, which creates out of air and solar power water. It's almost the philosopher's stone, but we have other very interesting examples. Tunisia is also interesting because they have, at the policy level, they have the Startup Act, which is a labelization of startups and an accompanying provision of tools, including financial tools and regulatory provisions that eases the path and eases the growth for startups. And what's quite interesting is that this is now being adopted, I understand, by other countries in Africa, including Ivory Coast and others. It just shows a real, I would say, intellectual and policy collaboration between North Africa and Sub-Saharan Africa. And of course, we'd like to accompany that as well. Très bien, merci. Effectivement, cette idée de labellisation qui a été présentée tout à l'heure par Yves a été mise en place notamment avec le Startup Act pour les startups, et ça permet on va dire, de garantir un certain niveau de rigueur, de structuration pour faciliter un financement. Et je pense qu'autour de ça, les organes de labellisation peuvent être de formats différents à partir du moment où la règle est définie, qui facilite on va dire, ce premier tri pour les banques, pour les acteurs financiers, pour faciliter justement cette étude, parce que finalement ce qui coûte cher c'est l'étude. Donc on est tous dans cette, on va dire, comment faciliter le premier filtre pour réduire le risque et faciliter l'écrémage. Pour conclure, je vous donne la parole, Hichem et Madame Zorlemi. Peut-être Hichem, et je vous passe juste après la parole, par rapport à des solutions innovantes qu'on n'a pas déjà évoquées. Je pense à des lignes de financement spécifiques ou autres. Enfin, je pense que les sujets d'innovation sont illimités. Alors, je ne sais pas si elles seront innovantes, nos actions, mais en tout cas, je vais en parler. Pour mieux comprendre l'action d'Africa Link, les membres d'Africa Link sont des gens qui sont amoureux de l'Afrique. On n'est pas dans la tendance actuelle de dire que la future croissance économique du monde va se passer en Afrique. Il n'y a pas d'opportunistes. Ce sont des gens qui travaillent en Afrique depuis des décennies et qui sont amoureux de l'Afrique et qui savent comment travailler dans un respect de l'autre. Et parmi les différentes actions, je vais en citer deux concernant la jeunesse, parce que vous avez bien compris, donc c'est quand même un axe fort de ce que nous faisons au niveau d'Africa Link. Nous participons à deux choses. Nous participons à des trophées d'innovation, de récompense donc de créateurs de produits et d'activités. Donc il y a les trophées de l'entrepreneuriat et il y a les trophées de Made Innovant. Donc
bien évidemment, il y a un travail de sélection pour qualifier la qualité des dossiers. Et ces dossiers, il y a un jury, donc pour dire qu'il y a quand même une objectivité pour définir la qualité de ces créateurs. Et une fois que le jury attribue le trophée à une telle personne, donc on donne une contribution financière, mais on donne surtout un accompagnement d'un des membres d'Africa Link pour que, encore une fois, le créateur d'entreprise gagne en maturité. Et puis nous avons décidé cette année d'organiser quelque chose qu'on va institutionnaliser, donc ça va devenir annuel, une journée dédiée à des étudiants africains. Donc on vous donne rendez-vous en novembre si des personnes peuvent se joindre à nous. Ces journées sont dédiées aux étudiants en fin de cursus universitaire, parce qu'ils sont en train soit de chercher un stage, soit de mettre en forme leur projet. Et l'idée, c'est de les mettre en relation avec les entrepreneurs membres d'Africa Link. Pour les uns, c'est-à-dire les étudiants, ce sera l'opportunité de trouver soit des stages, soit des futurs partenaires, pour reprendre les termes d'Yves tout à l'heure. Et pour les entrepreneurs africains et européens, c'est de trouver, vous parliez tout à l'heure de la diaspora, c'est de trouver quelqu'un qui connaît assez bien son territoire, qui pense à revenir dans son pays, qui pense à créer quelque chose sur place et qui a besoin de rigueur, qui a besoin d'outils, qui a besoin d'un certain nombre de choses. Et ça permet de mettre en adéquation les besoins des étudiants qui sont en fin de cursus et les besoins des entrepreneurs qui veulent se développer ailleurs. Donc ce sont deux petites actions parmi les différentes actions menées par Africa Link. Comme vous l'avez dit, très concret et très proche du terrain. Merci. On finit avec vous, madame, avec vraiment la clôture sur des solutions innovantes que vous êtes en train de préparer et qui peuvent s'adapter à la fois à la Tunisie, mais d'autres pays dans le continent. Merci, madame M. Effectivement, pour renforcer l'émergence des PME, notamment les PME innovantes, là, via les start-up, comme vous le savez, pour la Tunisie, donc un cadre législatif propice aux start-up. Donc c'est une loi qui a été appuyée par des incitations financières et fiscales. Pour ce cadre, actuellement, plus que 950 entreprises ayant obtenu le label. De même pour les fonds d'investissement, là on a le fonds ANAVA et le fonds Innovatech, qui sont des fonds pour promouvoir les projets innovants. À côté de start-up, il y a aussi le financement alternatif, donc le crowdfunding avec ses trois composantes, la composante investissement, la composante prêt et la composante don. Peut-être d'autres solutions donc, pour consolider et pour renforcer l'émergence des PME dans le continent africain. On peut réfléchir sur des aspects ayant trait au renforcement de la présence des banques et établissements financiers dans le continent africain. Aussi renforcer la solidité des banques pour avoir un champion national pour accompagner l'entreprise locale à l'échelle internationale. Aussi, faut-il réfléchir sur comment renforcer le rôle des fonds d'investissement spécialisés. Là, ces fonds d'investissement spécialisés qui peuvent investir en monnaie locale et en monnaie étrangère. Là, c'est très important, cet aspect de fonds d'investissement spécialisés. Aussi, faut-il réfléchir sur la mise en place d'un observatoire des PME. C'est très important de mettre en place un observatoire pour fournir toutes les informations sur les PME, l'intervention des PME sur le plan régional, sur le plan sectoriel, l'endettement de ces PME. Donc c'est très important de mettre cet outil d'instrument pour les PME. Aussi, l'éducation financière de l'entrepreneur. C'est très important de mettre en place des plans et des programmes pour l'éducation pour l'entrepreneur. Donc peut-être des solutions donc, à approfondir pour, in fine, l'objectif c'est de renforcer ces PME et de garantir un meilleur accès au financement de ces PME. Et merci. Merci à tous, merci madame. On a promis une session de questions-réponses, donc on va prendre quelques questions. Deux questions, trois questions ou deux. Si quelqu'un peut... Merci. Merci. Bonjour, c'est Racine Benranem, je suis organisateur du Algeria Invest Conference. J'aurais peut-être une remarque, parce qu'on parle de financement de la PME en Afrique. Nous, on vient d'Algérie, un pays comme
beaucoup de pays africains qui ont toujours été habitués à la rente de ressources naturelles. Donc en majorité, on a des rentrées en devises issues de l'exploitation de matières brutes qu'on exporte et puis pour lesquelles on importe des choses dont des consommateurs en ont besoin. Dans un continent de plus d'1 milliard d'habitants, pour l'Algérie, par exemple, on importe du café, on importe du coton, du bois pour la production locale, sachant que sur le continent, on a un exemple, le Bénin producteur de coton, le Gabon producteur de bois, l'Afrique de l'Est est producteur de café et autres. Je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de financement des gens qui sont riches, là, c'est les banques qui ont besoin des gens qui sont riches, parce qu'à ce moment-là, le riche va faire jouer la concurrence entre les banques. Par contre, quand on sait que le potentiel est important, on peut financer la valorisation, par exemple, du bois. Et à ce moment, les premières étapes de valorisation des matières premières peuvent avoir des débouchés directs sur le marché, et tout ça se fait à partir de business plans concrets qui donnent des garanties, même si elles ne sont pas financières, au moins sur des garanties. Je vais vous demander de poser la question, parce que c'est juste la remarque, l'éclairage. C'est pour ça qu'il faut un peu sensibiliser sur le potentiel des projets. Voilà. Très bien, très bien. D'autres questions, monsieur? Allez-y. Bonjour, moi je suis fabricant de chauffe-eau solaire. Depuis 2 ans, nous faisons des évolutions de 40%. Si vous pouvez rapprocher le micro. Voilà, ouais. nous faisons des évolutions de 40 à 50% sur le volume fabriqué, dont 95% est exporté. Aujourd'hui, on est confronté à un problème de TVA qui est très important en Tunisie. Aujourd'hui, on a un crédit TVA et nous demandons des augmentations de crédit de gestion. Aujourd'hui, le taux monétaire est très important. Aujourd'hui, on a plus de 6 millions de dinars de TVA. Et on se tourne vers les banques pour avoir des crédits de gestion à 11%. Donc, d'accord, donc la question c'est sur le crédit de TVA et les délais de remboursement de crédit de TVA. Ok, première question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, Tarek Amoun, je suis CEO d'une fintech qui s'appelle Cadelis ici en Tunisie. Ma question, puisque vous êtes beaucoup penché sur les TPE, donc vraiment les TPME, petites TPE qui ne sont pas encore bancarisées, généralement elles sont financées par les microfinances. Pourquoi les banques, peut-être que c'est le cas, mais pourquoi les banques n'étudient pas l'axe de collaboration entre la microfinance et la banque pour cofinancer ces entreprises-là et les accompagner dans leur démarche de bancarisation? Très bien. Et on prend une dernière question ici et on clôture. C'est marrant parce qu'on m'a dit 2 questions, donc là je vais déroger avec une 3e question. Bonjour, Khalid Benali, expert international en économie. Dans la plupart des missions que j'ai effectuées, une question m'est revenue toujours, surtout après la Covid. C'est quoi la PME? C'est quoi? C'est quoi réellement sur le terrain la PME? Des grandes entreprises se sont retrouvées PME, des entreprises petites et moyennes se sont trouvées TPE, des entreprises TPE se sont trouvées micro-entreprises. Donc finalement, quand on parle aujourd'hui de politique publique visée, destinée aux petites et moyennes, c'est quoi l'entreprise publique? Deuxième question, quel niveau de petites et moyennes entreprises devrait exister dans une économie pour transformer, surtout en Afrique, l'approche investissement public qui est prépondérant vers une approche où le secteur privé serait prépondérant. Merci. Très bien, merci. Je vais vous demander, chers panélistes, d'apporter des réponses. Je pense qu'il y a la réponse sur, enfin, la question sur la TVA tunisienne, donc très spécifique, le sujet de la microfinance, et puis la dernière question plus large. Donc, je vous demanderai d'être vraiment très bref dans ces retours, comme ça on va pouvoir clôturer. Merci à vous. Madame Zorlé. Je vais commencer par la question, la relation entre microfinance et banque. Je prends la cible n'est pas la même. Je prends le contexte tunisien où les IMF sont autorisés à accorder des microfinances à concurrence de 40 000 dinars. Donc là, on ne parle pas de PME, on parle de microfinance donc à concurrence de 40 000 dinars. Et là, la relation entre la microfinance et la banque, c'est que les IMF
se refinancent auprès des banques. Donc là, une relation étroite entre la microfinance et les banques, mais chaque secteur a sa cible. Donc les banques, ils peuvent financer tout type d'entreprise, sans limite. Mais la microfinance, c'est encadré, c'est une cible bien précise. L'objectif pour la microfinance, c'est de toucher cette population vulnérable. Donc, c'est les gens qui sont exclus du système bancaire. Voilà, c'est la question de Warda. Vous avez évoqué la question de crédit de gestion TVA. Bon, je vais peut-être vous répondre à la question de crédit de gestion de 11%. J'ai déjà évoqué que pour ces crédits de gestion, donc il y a toutes sortes de mécanismes pris par l'État pour atténuer ce taux. Voilà. On va voir cette question de crédit de TVA, comment réduire les délais. C'est très important, cet aspect-là. Voilà. Merci, madame. Esther, peut-être un petit mot pour conclure déjà. Un petit mot pour conclure, c'est, voilà, je ne veux pas reprendre tout ce qu'on a déjà dit jusque-là, c'est de mettre en place des partenariats donc, entre les différentes structures d'accompagnement. Déjà, comme on l'a dit, donc, il y a beaucoup de personnes qui ne savaient pas qu'il y a de collaboration entre les banques et les institutions de microfinance, et accompagner aussi ces différents partenariats entre les banques et les institutions de microfinance, et voir aussi comment mettre en collaboration, en partenariat, des structures d'accompagnement des PME et les différentes solutions comme des fonds d'investissement et sociétés d'investissement pour ensemble être plus efficaces et mitiger les risques qui est la crainte des investisseurs. Donc voilà, moi je vais conclure par là et je vais laisser la parole aux autres. Merci, Doka. Oui, je vais répondre, en tout cas abonder sur l'interrogation et la remarque de l'organisateur de Algeria Investment Conference. Pour les garanties, je pense que aujourd'hui, les études de marché donnent des projections financières suffisamment précises pour qu'on se passe de garantie. Donc c'est aussi, dans une collaboration avec les institutions financières et les banques, un dossier bien travaillé. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de formation des banquiers. Il y a besoin aussi de l'autre côté, de la part des financeurs, d'avoir une connaissance un peu plus fine du secteur d'activité de leurs clients pour être en mesure d'apprécier, de noter, de s'appuyer sur les études assez fines faites par les entreprises quand elles ont besoin de financement pour, par exemple, attaquer un nouveau marché. Voilà. Merci. Richard? Very, very briefly, I won't answer directly to the questions on pricing and co-financing. I think it's more to the Tunisian financial sector. Where the EBRD is able to finance companies in Tunisia and elsewhere, we often do provide, if they're small companies and if they're particular kinds of company, we often provide a grant concessionality element targeting environmental improvements, targeting skills improvements, and so forth. There was a question also about what are SMEs, if I understood correctly, and indeed there's an enormous heterogeneity, and we need to be very careful about coming with one-size-fits-all solutions. Every SME is different, and of course a large, medium-sized company with 500 employees or 250 employees with exports to the EU is not the same as a micro-enterprise, is not the same as a startup. But what I feel very confident about is that it is from these companies of all kinds that the real solutions to society's challenges will come, and it is our role in our institutions to be enablers, be it with advice, be it where we can with financing, to help those solutions come forward. Thank you, Richard. Hichem? J'ai bien envie de conclure avec le début de ces deux magnifiques journées, donc avec les propos d'Anis d'hier. Donc il a adressé 4 messages. Je suis totalement d'accord avec lui sur les 4 messages, mais je vais mettre l'accent sur celui concernant la jeunesse. Je pense qu'effectivement, l'avenir de l'Afrique se construira avec notre jeunesse africaine. Il faudrait qu'on lui donne les moyens de se réaliser et de l'accompagner pour cela. Très bien, merci. Et Yves? Merci, peut-être sur 2 questions. La première sur la microfinance et la banque.
Pourquoi est-ce qu'elles ne collaborent pas? Elles collaborent un petit peu, mais c'est parce que c'est deux métiers différents, totalement différents, et ce n'est pas pour rien qu'il y a deux types de financement comme ça. L'autre question de monsieur ici, ou la remarque sur le secteur privé, en fait, elle pose la question de la gouvernance. Il nous faudrait encore quelques jours pour en parler. Que doit faire l'État? Que doit faire le secteur privé? Comment se comporte l'État? Quelles sont les mesures d'accompagnement pour rendre le cadre de travail du secteur privé acceptable, facilité? L'État n'a pas vocation à faire de l'économique, à créer de la richesse. Il doit permettre de mettre en place les conditions de création de richesse. Je crois que c'est un vrai sujet très complexe. Et puis je ne peux pas m'empêcher de terminer en disant, venez en Mauritanie. C'est un pays charnière entre le Maghreb, auquel elle appartient, et l'Afrique subsaharienne, où elle appartient, où il se passe des choses remarquables, et on sera très heureux de vous accueillir. Merci, merci pour cette belle invitation. Je vous remercie tous pour votre patience. On a pris un peu plus de temps que prévu, mais je pense que vu la qualité des intervenants, c'était nécessaire. La suite des événements, ça va être Salsa Lambo pour la triangulisation. Donc Enis va vous donner plus d'éléments. Merci à vous et merci, chers panélistes. Merci Emne pour cette excellente modération de ce panel. Bienvenue à son Excellence Monsieur Marcus, ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie. Alors, j'invite Yves de la Fond et Hicham El-Melini de rester sur scène. Et j'invite l'équipe de TABC France de nous rejoindre, Madame Mariam Ben Salah et Madame Kawthar Mehrdi. On va procéder à la signature d'une convention de partenariat entre TABC et Africa Link. Denis aussi, merci de nous rejoindre. Denis, il n'y a pas de souci, Denis. Steve aussi. Ah oui, oui. Denis. Ah, encore. Une seconde. Très bien, très bien. Alors, Hicham, tu as déjà présenté Africa Link, mais je souhaite aussi, en 2 minutes, de présenter ce réseau européen-africain, parce que tout à l'heure aussi, on va parler d'Europe, Tunisie, Afrique.
Alors, donc, quelques mots sur ce réseau d'Africa Link et surtout sur l'ambition que nous avons avec le TABC pour construire encore plus de synergie entre Africa Link, la Tunisie et l'Afrique. Aujourd'hui, ce réseau est piloté par notre ami Slim Zegal ici en Tunisie, notre ambassadeur. Merci Slim beaucoup pour tous les efforts que tu as déployés pour qu'aujourd'hui cette convention soit une réalité. Et merci de nous avoir permis d'y assister en tant que partenaire à Nice. Vraiment, j'ai été impressionné par la qualité de l'organisation, par la qualité des débats, par la qualité des différents orateurs. Et nous, Africa Link, en tant qu'un membre, en tant que réseau, communauté de 200 entrepreneurs africains et européens aujourd'hui, nous sommes très fiers et honorés d'avoir pu amener une toute petite contribution ici. Merci beaucoup, Anis. Merci Hicham. Nous sommes vraiment très fiers de ce nouveau partenariat avec ce réseau pour consolider cette triangulation France-Tunisie-Afrique, mais surtout Europe-Tunisie-Afrique. Et je vous invite tous à nous rejoindre aussi à la salle Salambo, de l'autre côté, à une table ronde qui est organisée par la Bird et qui parlera de cette triangulation et comment développer cette triangulation Europe, Tunisie, Afrique. Il y aura sur le panel son Excellence l'ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie, Richard Jones de la Bird et d'autres speakers. Merci beaucoup et je laisse ma place à Simon Derkhamfir, vice-président de l'ABC, pour modérer le panel sur les corridors logistiques en Afrique.